François Bon les Carnets, Robert Walser encore. Alors dans cette suite, là, publiée chez Zoé, que ce soit les lettres, que ce soit l'ensemble de ces recueils, et encore je ne les aime pas tous, Nouvelles du jour, Petite prose, Zélande, Histoire d'images, Morceaux de prose, et puis bien sûr cette autre somme aussi, toujours chez eux, toujours traduction, Marion Graff et préparation, Peter Hotz, là, le territoire du crayon, c'est-à-dire le déchiffrage de ces trucs en pâte de mouche remplissant des dos d'enveloppes ou papier trouvé. Toujours une espèce d'attraction, une sorte de retour un peu magnétique à celui qui s'appelle Poetenleben, donc vite poète. Ça pourrait être poète au pluriel parce que on a un texte sur Hölderlin, tiens donc comme par hasard, un autre texte sur Taubold que je ne connais pas, mais c'est vie de lui-même en tant que poète, c'est-à-dire se confronter à l'écriture, mais l'écriture depuis des lieux, depuis des objets, depuis des situations. Un texte fabuleux sur l'idée. J'ai dit à tout le monde que j'écrivais un roman, le nouveau roman. Bizarre d'ailleurs comme titre, mais lui il pouvait pas savoir. Dans la rue, lorsque je tombais sur l'une de ses estimables connaissances, la question ne manquait jamais. Il devient quoi votre nouveau roman? De nombreuses personnes ont hâte de lire, brûlent déjà de découvrir votre nouveau roman, n'est-ce pas? Vous avez bien voulu insinuer que vous étiez en train d'écrire votre nouveau roman. Ah, ce nouveau roman, espérons qu'il part. Alors évidemment, Walser à Berlin, il a publié 3 romans, dont Les Enfants tanneurs, dans l'Institut Beniamenta, et il y a toujours ce truc de dire waouh, voilà un écrivain qui s'illustre en roman, voilà 3 romans qui sont devenus des classiques de la langue allemande du XXe siècle, et puis en plus vous avez tout le continent. Non, maintenant c'est fini, on les oublie les romans, tout ce qui compte c'est ça, c'est écrire pour ne plus rien voir qu'écrire et travailler sur l'écrire en tant que tel. Alors je voulais lire 3 textes de cette extraordinaire vie de poète, et 2 très brefs, un tout petit peu plus long. Alors on est en 1917, après Berlin, il vient de revenir à Bienne avant de partir un peu plus loin à Berne, et là c'est lui-même encore, je viens d'agencer solidement, de terminer un nouveau livre. Donc pour lui c'est une composition, une architecture, 55 pages manuscrites, ouais mais avec son écriture à lui, 25 proses. L'ouvrage s'appelle Poetenleben. Donc c'est lui-même qui fait, qui le construit, qui sélectionne ces textes. Alors Voyage à pied, Petite mésaventure sur la route, que des textes qui font 3 pages, Lettre d'un peintre à un poète, Wiedemann, La Belle au bois dormant, La Tante, Les artistes d'Osbourg, l'Indienne, Le compagnon, La lettre. Et puis après, petit à petit, on va tourner autour et ça va se resserrer. Le nouveau roman, là dont je vous ai parlé, Le talent, Madame Wilke, celle un petit peu longue que je voudrais bien tenter de lire, Pièce en chambre, Discours à un poil, Discours à un bouton, L'ouvrier, et juste en avant-dernier, Hölderlin. Et puis finalement ce Poetenleben, ce vie de poète qui donnera son titre au recueil. Là c'est un texte nettement plus long. Une sorte de faux entretien. On va commencer par Pièce en chambre, ensuite on lira L'adresse au bouton et on finira par Madame Wilke. Pièce en chambre. Je connais un écrivain qui, après s'être vainement évertué pendant plusieurs semaines à trouver un sujet convenable, finit par avoir la plaisante idée d'entreprendre un voyage exploratoire sous son lit. Le résultat de cette expédition téméraire et périlleuse fut cependant, ainsi que n'importe qui eût pu le lui prédire en le voyant faire, égal à 0. Désappointé, découragé, notre aventurier dut se relever du parquet sur lequel il s'était jeté, non sans le regret assez cuisant de n'avoir déniché aucun sujet de texte intéressant et digne de ce nom.
Que faire à présent? Comment diable assurer mon maigre et frugal pain quotidien? Se demandait-il, dévoré d'inquiétude et d'appréhension. Et comme il se creusait ainsi la tête pour trouver une issue aux ténèbres mentales qui l'environnaient, il découvrit soudain, juste sous son nez, un spectacle si singulier, si captivant, que de sa vie il n'eût osé rêver pareille aubaine. En effet, sur la cloison, qui était grise, noire et tachée de moisie, pointait un vieux clou rouillé auquel était suspendu un parapluie. « Que vois-je » s'écria d'une voix sonore et joyeuse l'écrivain tout réjoui. « Mais c'est incroyable ! Par l'immortalité de mon âme, j'ai déniché le thème le plus beau, le plus profond, sans réfléchir une seule minute, ni prendre le temps de fourrager consciencieusement dans ses cheveux, ainsi qu'il aimait tant à le faire avant de se mettre au travail. Il alla droit à sa table à écrire, s'assit, prit la plume et plein d'ardeur griffonna à la hâte les lignes suivantes. J'ai vu une chose inouïe, une chose à sa manière magnifique. Je n'ai pas eu à chercher loin, la pièce se joue tout près. J'étais dans ma chambre, plongé dans mes pensées. Tout à coup, j'ai aperçu quelque chose de là de vivre, qui était accroché à quelque chose de rassasié de jour. C'était un vieux clou, fatigué, déjà presque à moitié tombé de son trou, qui ne le retenait pas bien, et à ce clou pendait un vieux parapluie usé, presque aussi vieux. De voir une vieillerie minable cramponnée à une autre vieillerie minable, de voir et d'observer une caducité accrochée à l'autre caducité, tels deux mendiants qui, prêts à mourir d'une minute à l'autre, s'étreignent dans un désert glacé et sans espoir afin de tomber étroitement enlacés. De voir comment un faible dans sa faiblesse soutenait un autre faible avant de s'effondrer lui-même dans un épuisement total, de voir ce malheureux dans son pitoyable malheur offrir encore à l'autre malheureux son soutien dérisoire, ne fût-ce que jusqu'à son propre et complet effondrement. Voilà qui m'a profondément ému et bouleversé, et je n'ai pas voulu tarder à le noter ici. L'écrivain s'arrêta. Pendant qu'il écrivait, sa main s'était raidie de froid car il n'avait pas de quoi chauffer sa chambre. Dehors, un vent glacé de décembre balayait les rues de la capitale. Notre écrivain considéra longuement, mécaniquement, ce qu'il venait d'écrire, appuya sa tête sur sa main et soupira. Je vous l'avais dit que c'était pas très long. Et il se peut que même dans les archives de ma chaîne, plusieurs fois j'ai parlé de Robert Walser, et je suis sûr que même ce texte-là, il fait partie pour moi des obligatoires à lire. Mais est-ce que justement dans un mode comme ça de publication podcast, est-ce que c'est pas comme un musicien là, qui referait tel fragment des suites de Bach pour violoncelle, parce que Sarabande, là, on a envie de le refaire à étapes différentes de sa vie. Alors, j'avais dit un deuxième extrêmement court, celui-là, je pense pas l'avoir lu, là, avec un micro, vie de poète, Hölderlin, celui-ci aussi, ce serait bien de le lire, mais je voudrais faire un truc spécial de Hölderlin, là, à l'automne, là, sur la chaîne. L'ouvrier. Discours à un bouton. Un jour que j'étais occupé à recoudre une boutonnière que j'avais fait sauter en éternuant à un bon coup, j'eus l'idée, tout en cousant avec minutie comme une vraie couturière, d'adresser à mon honnête bouton de chemise, ce petit gars loyal et modeste, les paroles de gratitude suivantes, murmurées à voix basse pour moi tout seul, certes, mais probablement d'autant plus sincères. Mon cher petit bouton, dis-je, combien de remerciements et de félicitations
réputation te doit celui que, durant plus de 7 ans, je crois, tu as servi avec empressement, constance et fidélité, et plus que jamais, malgré toute la négligence et l'oubli dont il s'est rendu coupable envers toi, tu n'as exorcé à prononcer ne serait-ce que quelques mots à ta louange. Or voilà qu'aujourd'hui cela se réalise, puisque je vois désormais assez clairement ce que tu représentes, ce que tu vaux, toi qui jamais tout au long de ton service ne t'es poussé en avant, allant te mettre dans un bel éclairage avantageux ou recherchant quelques beaux effets de lumière, violents et un peu tape à l'œil, toi qui, au contraire, t'es tenu dans la discrétion la plus discrète, avec une modestie certainement impossible à apprécier à sa juste valeur, touchante, charmante, alors même que tu pratiquais ta belle et chère vertu dans le meilleur consentement. Comme tu m'enthousiasmes d'avoir eu cette force qui se fonde sur l'honnêteté et le zèle, sans exiger de louange ni de reconnaissance, ce dont tout être actif est avide. Tu souris, mon très cher, et à ce que je vois, hélas, tu as déjà l'air assez usé et poli par l'usage, mon très cher, mon admirable ami. Les gens devraient voir en toi un exemple, ceux qui sont malades du désir d'obtenir continuellement de nouveaux applaudissements, qui tombent immédiatement dans l'affliction, la morosité et le dépit, s'ils ne sont pas sans cesse choyés, cajolés et confits dans les bonnes grâces de la haute estime de tout un chacun. Toi, tu sais vivre sans que personne ne se rappelle seulement que tu existes. Tu es heureux, car la modestie se satisfait d'elle-même, et la fidélité se suffit à elle-même. Que tu ne te vantes point, que tu sois tout entier dévoué à ta tâche, ou du moins que tu le sembles, que tu te sentes entièrement voué au silencieux accomplissement de ton devoir que l'on peut appeler une rose au merveilleux parfum, dont la beauté est presque une énigme pour elle-même, dont le parfum embaume sans aucune intention parce que c'est son destin. Que tu sois ce que tu es, que tu sois tel que tu es, cela m'émerveille, me touche, me bouleverse, m'émeut, me fait songer qu'en ce bas monde qui ne manque pas de contrariétés, il y a ici ou là des choses qui font plaisir à celui qui les voit et lui apporte joie et réconfort. Discours à un bouton, 1917, Robert Walser. Hier soir, il y a un copain suisse là, qui me répondait là, sur la lecture que j'avais fait là, des Prosastück, un morceau de prose où je l'ai... Le voilà. Tandis que là, je suis dans Vide, poète 1917 aussi. Il me disait, oui, mais c'est cette luxuriance d'image aussi, presque cliché, presque convenue. Oui, mais cette espèce de matériau, toi, c'est l'inutilité d'écrire, comment tu l'as fait exploser? Et quand tu fait exploser, là, c'est rhétorique. Waouh, tu vois, discours à un bouton, là. L'accomplissement de ton devoir que l'on peut appeler une rose au merveilleux parfum. Qu'est-ce qui reste? Reste qu'on va voir là dans le troisième texte avec Madame Wilk. C'est-à-dire, le bouton, c'est quoi? Bah ouais, c'est ce truc. N'empêche que le gars, ça fait 7 ans qu'il vit avec la même chemise. Et tout d'un coup, en s'adressant là, c'est à quoi? Si tu écris, tu es réduit à quoi? Ben, tu es réduit à ça, à ce presque rien, et ce truc de le recoudre toi-même, et le recoudre toi-même le mieux que tu peux. Parce que c'est ce que tu lui dois, et à ta chemise que tu vas continuer de porter parce que t'as rien d'autre. Alors, Madame Wilk, est-ce que c'est si long? Non, là j'ai 2 pages, 4 pages, 6 pages, 6 pages et demie. Donc c'est pas si long, hein. On va finir là-dessus. Un jour que je cherchais une chambre à ma convenance, j'entrais dans une curieuse maison située à l'extérieur de la grande ville, en bordure du chemin de fer, charmante, vieillotte, en assez mauvais état, me sembla-t-il, mais dont l'aspect me plut aussitôt par son originalité. Dans la cage d'escalier où je montais, à pas lents et qui était claire et spacieuse, palpitaient les effluves et les échos d'une élégance passée.
Ce qu'on appelle la beauté d'antan exerce une attirance extraordinaire sur certains êtres. Les ruines ont quelque chose de touchant. Notre être intime, pensant et sensible, s'incline malgré lui devant les vestiges de la noblesse, les débris de ce qui fut un jour élégant, distingué, brillant, nous inspire une pitié mêlée de respect, passé, décrépitude. Que vous êtes enchanteur. Je lus sur une porte le nom de Madame Wilke. C'est là que je sonnais, discret et délicat. Voyant cependant que mon coup de sonnette restait sans effet, puisque personne ne venait, je frappais, j'entendis alors quelqu'un approcher, quelqu'un avec une lenteur, une prudence extrême, ouvrait la porte. Une grande femme maigre, décharnée, se dressa devant moi, demanda tout bas « Que désirez-vous » La voix était curieusement sèche et rauque. Puis-je voir la chambre ? Je vous en prie, entrez. La femme me précéda le long d'un corridor étrangement obscur jusqu'à la chambre qui me conquit tout de suite. La pièce était en quelque sorte noble et distinguée. Un peu étroite, peut-être, mais en contrepartie relativement haute. Non, sans une sorte d'anxiété, je m'enquis du prix, qui était tout à fait raisonnable. C'est ainsi que, sans réfléchir plus longtemps, je louai la chambre. De pouvoir le faire me rasséréna, car en effet, conséquence peut-être d'un état d'esprit un peu bizarre qui m'oppressait beaucoup depuis un certain temps, je me sentais inhabituellement fatigué, j'aspirais au calme. Là, de chercher et de tâtonner, abattu et découragé comme je l'étais, n'importe quel port d'attache acceptable devait me réjouir, et la paix d'une petite place où reposait ma tête ne pouvait être que sincèrement la bienvenue. « Quel est votre métier » demanda la dame. « Poète » répondis-je. Elle s'éloigna sans mot dire. « M'est avis qu'un comte pourrait bien habiter ici, me disais-je en inspectant minutieusement mon nouveau chez-moi. Cette pièce ravissante, repris-je, poursuivant mon soliloque, possède un avantage indiscutable, elle est très reculée. Il y règne un silence de grotte. Oui, ici, je pourrais me sentir à l'abri. Mon désir le plus cher semble réalisé. La chambre, à ce que je vois ou crois apercevoir, est pour ainsi dire plongée dans la pénombre. On y baigne dans une obscure clarté et une claire obscurité. Je trouve cela extrêmement méritoire. Voyons-y d'un peu plus près. Je vous en prie, mon cher, ne vous laissez pas accommoder. Rien ne presse, prenez tout votre temps. La tapisserie n'est-elle pas arrachée par endroits sur le mur, pendillant en lambeaux tristes et mélancoliques? Bien sûr, mais c'est précisément cela qui m'enchante, car j'aime beaucoup un certain degré de déguenillé et de délabrement. Que ces lambeaux pendillent autant qu'ils veulent. Je ne tolérerai qu'on les retire sous aucun prétexte, du moment que j'approuve leur existence à tout point de vue. Je suis prêt à croire qu'un baron a logé ici. Jadis, ici même, des officiers ont peut-être bu du champagne. Le voilage à la fenêtre haute et étroite semble vieux et poussiéreux, mais son joli plissé révèle du goût et témoigne d'une sensibilité pour les choses délicates. Au jardin, juste devant la fenêtre, il y a un bouleau. Ici, en été, la verdure viendra sourire jusque dans la pièce, et sur les douces petites branches, toutes sortes d'oiseaux chanteurs viendront se percher pour leur propre plaisir et pour le mien. Cette vieille table à écrire, pleine de noblesse superbe, elle vient de temps enfui, raffinée. Je présume que je vais m'y installer pour écrire des compositions, des esquisses, des études, de petites histoires, même des nouvelles, afin de les envoyer munies de la prière insistante de bien vouloir les publier rapidement à toutes sortes de rédactions de journaux et de revues exigeantes. C'est vénérable, par exemple, les dernières nouvelles de Pékin, ou le Mercure de France, où le succès, à coup sûr, me sourira. Le lit a l'air correct. Je veux, et puis, renoncer à de pénibles vérifications sur ce point. J'avise, j'observe ici un porte-chapeau assez insolite, fantomatique, et là, au-dessus de la commode, un miroir qui me dira fidèlement, jour après jour, de quoi j'aurai l'air.
espérant que l'image qu'il me renverra sera toujours flatteuse. Le lit est vétuste, donc agréable et convenable. Les meubles neufs dérangent facilement parce que la nouveauté est intempestive, qu'elle nous bouche la vue. Je constate avec une joyeuse satisfaction qu'un paysage suisse et un paysage hollandais pendent modestement au mur. Il est certain que j'étudierai souvent ces deux tableaux avec une attention soutenue. En ce qui concerne l'air de cette chambre, j'aimerais, ne reste qu'avancer, ou même plutôt d'emblée, affirmer avec une assez ferme certitude qu'il y a longtemps ici que personne n'a plus songé à aérer à fond, et comme cela aurait été indispensable. En tout cas, ça sent le moisi. Mais je trouve que c'est intéressant. Il y a un plaisir bizarre à respirer un air vicié. Je puis, du reste, laisser la fenêtre ouverte pendant quelques jours et 2 semaines. Ce sera bien ce qui est juste et bon qui soufflera dans ma chambre. Et puis là, juste au milieu géographique de l'histoire, vous allez voir la rupture de ton. Il faut vous lever plus tôt. Je ne supporte pas que vous restiez si longtemps au lit, me déclara Madame Wilke. Sinon, elle ne parlait presque jamais avec moi. C'est-à-dire que sans transition, on est parti de prendre la chambre, la louer, la découvrir, et puis hop là, ellipse temporelle. Car je restais au lit à longueur de journée. J'allais mal. La décrépitude. Mais ça, la décrépitude, c'est celle dont on vient de regarder tous les détails pendant 2 pages. La décrépitude m'environnait. J'étais comme englué dans la mélancolie. Ne me connaissais plus, ne me retrouvais plus. Toutes mes pensées, jadis si claires, si gaies, flottaient dans la confusion et le désordre les plus sinistres. Mon esprit se présentait à mes yeux désolés, comme brisé en 1000 morceaux. Pêle-mêle, l'univers des pensées et des sentiments, tout n'étant que mort vide et désespoir pour le cœur. Plus d'âme, plus de joie. C'est à peine si je parvenais à me ressouvenir qu'il y avait eu un temps où j'étais joyeuse et résolue, généreuse et optimiste, croyant et heureux. Hélas, hélas, devant, à côté et tout autour de ma tête, plus une seule trace d'espérance. Néanmoins, je promis à Madame Wilke de me lever plus tôt et je me remis effectivement avec zèle au travail. Souvent, je me rendais dans le bois de sapins et de pins voisins, dont les beautés, les merveilleuses solitudes hivernales semblaient me protéger contre le découragement naissant. Des voix indescriptiblement engageantes m'exhortaient du haut des arbres. « Non, tu n'as pas le droit de tomber dans la triste idée que tout est dur, faux et méchant ici-bas. Viens nous voir plus souvent, la forêt te veut du bien. La fréquenter te rendra la santé, la sérénité te ramènera à des pensées plus hautes et plus belles. » Je n'allais jamais en société, c'est-à-dire là où se réunit le monde qui se prend pour le monde. Je n'avais rien à y faire, parce que je n'avais pas de succès. Les gens qui n'ont pas de succès parmi les gens n'ont rien à faire parmi les gens. Pauvre Madame Wilke, peu après, tu mourus. Mystère de cette nouvelle ellipse temporelle. Qui a connu la misère et la solitude comprendra d'autant mieux par la suite d'autres miséreuses et solitaires. Au moins, nous devrions apprendre à comprendre notre prochain du moment que nous ne pouvons pas empêcher son malheur, sa déchéance, sa douleur, sa faiblesse et sa mort. Un jour, Madame Wilke, tiens, elle est redevenue vivante, me chuchota tout en me tendant le bras et la main. « Touchez-la, elle est glacée. » Je pris la pauvre vieille main maigre. Voilà, alors là, waouh. Marion Graff, traductrice, tu vois, le jeu d'assonance transposé de l'allemand. Respect. Je pris la pauvre vieille main maigre dans la mienne, la main était glacée. À présent,
Madame Wilk ne faisait plus que glisser comme un fantôme dans son logis. Personne ne venait la voir. Elle était seule à longueur de journée dans sa chambre glacée. Solitude, effroi de glace, de fer. Avant-goût du tombeau, état annonciateur de la mort impitoyable. Oh, la solitude d'autrui ne saurait être étrangère à qui a connu la solitude. À ce que je commençais à comprendre, Madame Wilk n'avait plus rien à manger. Certes, par bonté, la propriétaire, qui reprit ensuite l'appartement et me permit de continuer à loger dans ma chambre, apportait chaque midi et soir une tasse de bouillon à l'abandonner, mais pas longtemps, et c'est ainsi que Madame Wilk s'étiolait. Elle restait là, couchée, sans bouger, et bientôt elle fut transportée à l'hôpital de la ville où elle mourut 3 jours plus tard. Nouvelle ellipse temporelle. Un après-midi, peu après sa mort, j'entrai dans sa chambre vide que le charitable soleil du soir rehaussait d'une sereine douceur rose pâle. Alors, posé sur le lit, je vis les choses que la pauvre dame avait portées. La jupe, le chapeau, le parapluie, l'ombrelle, et sur le sol, ces attendrissantes petites bottines. Cet étrange spectacle m'emplit d'une indicible mélancolie, et dans l'humeur si singulière qui était la mienne, j'eus presque moi-même l'impression d'être mort, et toute la vie, dans sa richesse qui si souvent m'était apparue grande et belle, était mince et pauvre à se rompre. Tout ce qui était passé, tout ce qui avait fui, m'était plus proche que jamais. Je contemplais longtemps les choses, désormais sans maîtresse, sans emploi, et la chambre dorée, magnifiée par le sourire du soleil du soir, sans bouger, sans comprendre. Pourtant, après être resté là un moment sans rien dire, je me sentis apaisé et rassuré. La vie me prit par l'épaule et planta dans mes yeux son merveilleux regard. Le monde était vivant, comme toujours, et beau, comme aux plus belles heures. Je me retirai sans bruit et sortis dans la rue. Robert Walser, vie de poète, édition Zoé, traduction Marion Graff. Petit volume, c'est le cœur. C'est ce qui t'aide à te supporter toi-même, à te réconcilier avec toi-même pour continuer. Et c'est pas fréquent ces jours-là. Ça n'a rien à voir avec quelques valeurs littéraires que ça puisse être. On se retrouve si proche de Franz Kafka ici aussi, mais avec une écriture évidemment radicalement différente, quoi qu'ils écrivent dans la même langue.